sans plus tarder, je vais vous présenter notre premier invité de Sony du Canada, et François Gauthier, qui va nous présenter, va nous parler de la FS700, une caméra qu'ils ont annoncée au NAB 2012 et qui a des particularités plus que particulières. C'est pas ça. Merci, Mathieu. François, à toi. OK. On va switcher sur mon laptop, s'il vous plaît. OK. Ce soir, on va commencer avec juste une petite note sur le nombre de caméras qu'on a chez Sony. Si vous regardez cette diapositive-là, il y en a 30. Ce sont les caméras qu'on considère prosumer ou commerciales, caméra production, caméra broadcast, caméra de cinématographie digitale. Il y a une caméra médicale là-dedans. Ça exclut toutes les caméras consommateurs. Ça exclut toutes les caméras sécurité. Ça veut dire que, grosso modo, on a probablement plus que 100 caméras chez Sony. Et ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est qu'il y a une caméra pour chaque type d'application. Et quand on vous dit de sélectionner le médium de livraison, c'est très important parce qu'une caméra qui va, par exemple, avoir un sensor, une lentille fixe, n'aura pas, en aucune façon, les mêmes capacités qu'une caméra, par exemple, qui est 3CCD ou une caméra CMOS Super 35. Elles ont toutes leur propre application. Alors, ce soir, j'ai décidé de parler de 2 caméras qui sont plus intéressante pour votre projet, pour la production cinématographique d'entrée, pour les productions corporatives, ainsi de suite, qui est la FS700, la PMW100 et un petit peu la GXR NX30 si on a le temps. Mais l'idée derrière ça, c'est que chaque caméra a vraiment une raison d'être. Et j'ai entendu beaucoup aujourd'hui des gens dire « Ah, ben je vais mettre ça à l'arrière, je vais racheter ça, ça, ça ». C'est toutes des possibilités, mais il faut se rappeler aussi que le devant de la caméra est important et que la caméra a été designée pour un milieu précis. NEX FS100, c'est une caméra qu'on a dit 4K ready. Ça veut donc dire que c'est une caméra qui a un sensor qui est plus que HD. 4K, c'est à peu près 4 fois la résolution HD. Ça veut dire qu'une résolution HD est à peu près 2000 pixels, 1920 par 1080, alors qu'un 4K, c'est à peu près 4000 pixels de large. Fait que la caméra, elle a un sensor 4K. Elle enregistre en HD. C'est une caméra prosumer qui enregistre sur un codec AVC HD, mais c'est une caméra qui, dans le futur, va avoir la possibilité d'enregistrer le 4K sur un enregistreur extérieur. Je ne peux pas donner beaucoup d'informations sur l'enregistreur extérieur pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est tout simplement parce qu'on est en train de finaliser ces choses-là. On a des line-up à chaque année qui déterminent qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on ne produira pas, quelle option va être dans chaque produit, comment ça va coûter, ainsi de suite. Et ces choses-là sont en processus en ce moment, donc les plans ne sont pas finalisés. Donc, je ne peux tout simplement pas vous dire c'est ça que ça va être, et ainsi de suite. Dans le cas de cette caméra-là, elle a une sensibilité de ISO 500, ISO 1600. Et une chose que vous allez trouver assez intéressant si vous êtes du domaine film, c'est qu'on utilise une terminologie film. La caméra peut être utilisée en vidéo, où on va parler, par exemple, de gain en dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, ou elle peut être utilisée en mode film, où on va utiliser l'expression ISO 500, 800, ainsi de suite. Dans les filtres de densité neutre, au lieu de parler d'un 16e, un 64, un quart, on va parler de 0.6, 0.8, ainsi de suite. Donc, la caméra peut être utilisée avec des terminologies différentes et c'est mis dans le menu. La caméra enregistre, comme j'ai mentionné, du 1920 par 1080 jusqu'à 60p. C'est très important si vous allez faire de la production sport, pour les mouvements, des choses comme ça. Donc, l'idée de choisir entre 720p et 1080i, parce qu'un est entrelacé, l'autre est progressif, ça n'est plus nécessaire. On est à 60p avec toute la résolution du 1920-1080, donc beaucoup d'avantages ici. LPCM audio, donc un audio professionnel avec des entrées XLR, ainsi de suite. Filtre de densité neutre. Si vous êtes un client dans la salle qui avait déjà un NEX FS100, le modèle qu'on a introduit l'année dernière, qui ressemble un petit peu à cette caméra-là, il n'y a pas de filtre de densité neutre sur cette caméra-là, alors que sur cette nouvelle caméra-là, sur la 700, il y en a. Ça veut donc dire que si vous voulez jouer avec votre profondeur de champ, vous pouvez le faire avec les filtres de densité neutre. Donc, il y avait beaucoup de demandes de ce côté-là. Une chose qui attire beaucoup sur cette caméra-là, c'est vraiment le concept de super slow motion. On parle de slow motion lorsqu'on enregistre avec plus d'images que ce avec quoi on relie.
Ça veut dire que si je lis à 24 images par seconde et que j'enregistre 48 images par seconde et que je les relis à 24, je relis 2 fois plus lentement. Bien, cette caméra-là, elle fait des choses assez impressionnantes. Elle peut aller à 120 images secondes, 240 images secondes, 480, 960. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si j'enregistre à 240 images secondes et que je le rejoue à 24 images secondes, je suis 10 fois plus vite. 10 fois plus lent, excusez, 10 fois plus lent. Si j'enregistre à 960, je suis à peu près 40 fois plus lent. Ça veut donc dire qu'une séquence qui dure après 10 secondes, je vais la rejouer sur à peu près 2 minutes. Ça commence à être beaucoup, mais c'est ce qu'on veut utiliser et qu'on voit déjà dans les commerciaux, des choses comme ça. Donc, très puissant. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous montrer une séquence vidéo qu'on a tournée un peu plus tôt, il y a quelques jours de ça, puis on en a fait une aujourd'hui. Si on a le temps, je vais la montrer. Donc, c'est vraiment une chose très importante. On a mis toutes les fonctionnalités qui sont sur nos autres caméras et on a amélioré les images photographiques still. La 100 ne faisait pas ça, le modèle précédent. Alors, on a une meilleure caméra photo aussi. On a rajouté des gamma cinéma. Ça veut donc dire que si tu veux donner un look, un feel à ton image vidéo, tu es capable de la sauvegarder, la mettre dans une autre caméra. Donc, on va jouer avec les noirs, avec les gamma, avec les DCC, avec le NIR. On va être capable de créer un look film puis le copier d'une caméra à l'autre. Une chose qui est très importante, c'est que j'entends beaucoup parler des DSLR et je n'embarquerai pas beaucoup dans les DSLR ce soir. Tout ce que je vais dire, c'est qu'ils ont une application, ils ont une raison d'être, ils sont très bons pour la photographie still. Lorsque ça arrive en vidéo, il y a des limitations au DSLR. On en fabrique, nous autres aussi, des DSLR. Chez Sony, on a une ligne de DSLR, les Alpha, qui sont très populaires du côté consommateur. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'un DSLR, lorsqu'on enregistre en vidéo, il y a une limite de temps qui peut être enregistrée, il y a une limitation de codec. Il y a aussi le fait que toutes les lignes ne sont pas toutes utilisées pour faire du vidéo. Donc, même si j'ai 20 mégapixels, ça ne veut pas dire qu'il y a 20 mégapixels utilisés pour faire du vidéo. Alors, c'est un bon produit dans certaines applications et dans d'autres, il y a des limitations qui ne sont pas ici sur cette caméra-là lorsqu'elle est utilisée en vidéo. Par contre, en photographie still, le DSLR a plus de résolution que cette caméra-là. Donc, ce sont 2 produits qui ont leur raison d'être, mais 2 tout à fait différents. J'ai parlé qu'on pouvait sauvegarder les fichiers scènes, les looks d'une caméra à l'autre. C'est-à-dire que je pourrais colorer une caméra, les transférer à une autre. J'ai du timecode sur la caméra, sur le HDSDI et sur le HDMI. Ça, c'est assez nouveau. Il n'y a pas grand monde qui ont ça. Et la caméra fait un format nord-américain ou européen, donc elle peut faire du 60 et du 50. Le LCD n'est pas très important, je peux passer par-dessus ça, mais juste que vous sachiez, c'est comme notre modèle précédent. Donc, il y a une loupe qui est placée dessus, on peut l'utiliser sans la loupe, ainsi de suite. Et puis, je suis capable d'enregistrer sur des memory sticks, sur carte SD, sur un FMU, qui est une espèce d'une unité d'enregistrement flash, qui peut enregistrer à peu près 13 heures sur un petit appareil qu'on met sur le côté. Donc, c'est vraiment flash, il n'y a aucune pièce mobile. Et après, tu peux le transférer avec un USB. La plupart des gens qui achètent une caméra comme ça achètent aussi l'adapteur FMU parce qu'ils peuvent enregistrer une copie sur la carte SD et une copie sur le FMU. Et grosso modo, tu as toujours un backup puis tu as un format qui peut enregistrer plusieurs heures. Une autre chose qui a été demandée, c'est le connecteur HDSDI. Le connecteur HDSDI, c'est un Serial Digital Interface. Ça peut transporter du vidéo digital en pleine résolution. C'est différent d'un connecteur HDMI. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce connecteur-là, il n'a pas besoin de passer du vidéo à 1.5 gigabits par seconde ou à 3 gigabits par seconde. Il peut être en mode transport de data. Ça veut dire qu'on peut le modifier, ce connecteur-là. Ça veut donc dire que quand j'ai parlé de l'enregistreur extérieur, je ne peux pas confirmer à ce moment-ci comment on va sortir du HDSDI, sur quel format, mais il y a plusieurs façons de transporter du data sur HDSDI. On l'a fait dans le passé avec d'autres machines. On a plusieurs magnétoscopes qui utilisent un protocole spécial entre les machines. Donc, c'est quelque chose que vous allez voir dans les prochains événements. Par exemple, IBC et des événements suivants, ainsi de suite. On a des événements tout au cours de l'année qui parlent des nouveaux produits. Une chose qui est très importante, si vous regardez cette caméra-là, c'est vraiment la lentille, le concept lentille. Une caméra qui est ce qu'on appelle E-mount, c'est une caméra qui a une flange focal back, c'est-à-dire une distance entre le devant ou la lentille à cote et le sensor qui est très, très courte. Dans ce cas-ci, 18 mm. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai n'importe quelle autre lentille, et ça veut dire toutes les lentilles sur le marché, qui ont une distance plus longue, tout ce que j'ai besoin de faire pour mettre ces lentilles-là sur la caméra, c'est de mettre un bout de tuyau, pas de vitre, rien,
qui va éloigner la lentille du sensor. Ça veut donc dire, dans cet exemple-ci, j'ai une caméra qui est un E-mount, 18 mm, et j'ai une lentille PL Sony qui est à 42 mm, si je me rappelle bien, PL 52 mm. Ça veut donc dire que j'ai un bout de tuyau, dans ce cas-ci, qui est fait par une compagnie britannique qui s'appelle MTF, et ce bout de tuyau-là, il n'y a pas de vitre, donc il n'est pas très cher, et il est tout simplement fait pour adapter mes lentilles. J'en ai plusieurs des adapteurs que j'ai emmenés. J'ai emmené celui-là pour les PL, j'ai emmené celui-là pour les lentilles Nikon, j'ai emmené celui-là pour les lentilles Canon EF. Beaucoup de monde me parle des Canon EF. Ils parlent de la nouvelle caméra de Canon. Ils disent, ben moi, j'ai investi beaucoup dans les lentilles Canon, dans les lentilles de vitre EF. C'est des bonnes lentilles. Ce que je voudrais, c'est être capable de les mettre en avant de ta caméra. Aucun problème, à cause de la longueur, de la distance de focale. Tout ce qu'il faut, c'est un adapteur. Celui-ci, c'est encore un adapteur d'MTF. Il y a une petite boîte qui se connecte sur le côté, je ne l'ai pas emmené, qui vous permet de faire le contrôle d'iris, de focus, ainsi de suite. Ça veut donc dire que c'est un adapteur électronique, il est un peu plus cher qu'un adapteur passif. J'ai aussi un adapteur, pas de nom ici, qui est pour une Canon FD. Donc, on a des adapteurs pour à peu près tout. On ne fabrique pas les adapteurs, ce sont des produits qui sont d'autres manufacturiers, des third-party vendors qu'on dit. Ça veut donc dire que vous allez voir votre distributeur et ils ont des produits de toutes ces choses-là. Les mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est Berger Engineering, MTF et Metabone. Donc, beaucoup de choix du côté des adapteurs. Et une fois qu'on a mis ces adapteurs-là, on est capable de mettre, comme je l'ai mentionné, n'importe quelle lentille. Donc, votre investissement en vitre n'est pas perdu. Maintenant, on a parlé des memory sticks conventionnels, SD card et le FMU que j'ai parlé. On s'en vient avec un nouveau produit qui va arriver dans quelques semaines et qui va être un memory stick spécial. Un memory stick qui va avoir des modes de redondance, de protection. C'est aussi quelque chose qui va se rajouter ici. Pour l'instant, j'ai peu d'informations là-dessus, mais c'est quelque chose que vous devriez regarder parce qu'il va avoir une vitesse de communication assez élevée, mais aussi parce qu'il va vous permettre de sauvegarder votre data à 2 endroits dans le memory stick. Donc, très intéressant pour la protection, même si vous avez un FMU et une carte SD séparée. Maintenant, le workflow. C'est du NXCAM. Ce qu'on appelle NXCAM, c'est un AVC HD, c'est un MPEG 4. C'est un MPEG 4 qui a été développé en partenariat avec Panasonic et Sony. Et ce qui est intéressant de ce format-là, c'est qu'il est à plusieurs bitrates. La première chose que je devrais mentionner, c'est qu'AVC HD, MPEG 4, ça ne veut rien dire. Le MPEG 4, c'est un ensemble d'outils qu'on peut utiliser pour compresser la vidéo. Puis on peut utiliser certains outils, puis d'autres outils, pas les utiliser, c'est à notre choix. Dans le cas de cette caméra-là, on peut compresser, par exemple, à 17 mégabits par seconde, à 24 mégabits par seconde, à 28 mégabits par seconde. Donc, dépendamment de ce que vous enregistrez, vous pouvez choisir différents codecs. Il y a une raison pour laquelle il y a plusieurs codecs. Une de ces raisons-là, c'est où vous allez livrer votre produit. Quand j'ai parlé du médium de distribution qui est si important, ce codec-là n'a pas autant de bits par seconde, par exemple, que ce qu'on met dans nos caméras cinématographiques, que mon ami Nicolas va vous parler tout à l'heure, avec une caméra qui est très haut de gamme, la F65. Mais le fait est qu'il y a plusieurs codecs sur le marché, que ce soit DNX HD, que ce soit HD CamSR de Sony, que ce soit ProRes, ainsi de suite, avec beaucoup de bitrate. Et ils ont leur application, et ça dépend où est-ce que ça s'en va. Et vous pourriez mettre un adapteur extérieur sur cette caméra-là. Mais ces codecs-là, il y en a un qui est particulier, puis que je pense qu'on a tendance à oublier, c'est le 17 mégabits par seconde. Cette caméra-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle enregistre le même format que sur un Blu-ray. Ça veut donc dire que je peux prendre ma carte qui enregistre sur la caméra et l'enregistrer à 17 mégabits par seconde et faire une copie telle quelle de la caméra au lecteur Blu-ray, mettre ça dans un lecteur Blu-ray, faire play et ça joue. Aucune conversion, aucun rendering, rien. Ça joue directement. C'est même la même structure au niveau des fichiers et la hiérarchie que le Blu-ray. Ça veut donc dire que si vous faites du corporatif ou vous allez faire une livraison sur du HD, sur du Blu-ray, ça vous sauve beaucoup de temps. Et au niveau du montage, la plupart des logiciels de montage acceptent l'AVC HD de façon native. Et sur ce, j'aimerais rajouter que sur notre site web, sonybiz.ca, www.sonybiz.ca, on a quelques logiciels qui sont reliés à nos caméras. Ça veut dire que si vous dites
Où est-ce qu'il y a le plugin pour mettre sur Final Cut Pro? Où est-ce qu'il y a le plugin pour mettre sur Avid, ainsi de suite? C'est tout à sonybiz.ca. Et dans la section ressources et download, vous allez trouver une page où vous pouvez télécharger les logiciels comme le transfert XDCAM. On a un nouveau logiciel de transfert XDCAM qui est sorti il y a à peu près 2-3 semaines de ça, qui vous permet de faire du transfert XDCAM sur le Final Cut Pro 10. Donc, vous savez, pour longtemps, Final Cut Pro 7 n'avait aucun problème. Log and Transfer, il y avait des logiciels comme Log and Transfer de Sony qui permet de transférer le fichier. Alors que pour Final Cut Pro 10, il y avait tellement de changements qu'il manquait un plugin. Ce plugin-là a été rajouté. Dans le cas de Avid, on a un plugin qui s'appelle AMA, qui est aussi sur notre site Web. Alors, vous allez sur sonybiz.ca, ce sont tous des plugins gratuits, et vous allez peut-être trouver aussi d'autres logiciels qui peuvent avoir de l'intérêt pour vous. Niveau des adapteurs, j'ai mis juste cette diapositive-là, elle n'est plus vraiment à jour, il y a toujours des choses qui se rajoutent presque tous les jours, mais si vous regardez la caméra, la 700, je peux lui rajouter, on a parlé du FMU, mais je pourrais aussi rajouter un disque dur USB, par exemple. Si je connecte un disque dur USB directement sur la caméra, avec un seul bouton dans le menu, je suis capable de transférer ce qui est sur ma carte mémoire sur un disque dur sans emmener d'ordinateur. Ça veut donc dire que si vous êtes sur le terrain et que vous voulez faire un transfert rapide, c'est une solution intéressante. Puis, naturellement, je suis capable de supporter toutes les lentilles. On en a déjà parlé. Je peux supporter les Matchbox, mais ça, toutes les caméras le font. Bien sûr, si vous avez une lentille qui est interchangeable, ce qui est le cas pour cette caméra-là, on a plein d'adapteurs. Et comme on a une sortie HDSDI, on n'a plus besoin d'adapteurs qui vont faire une conversion, mais ils sont encore disponibles. Et on a aussi une sortie HDMI. Et bien sûr, je peux mettre des enregistreurs extérieurs, le Cinedeck, Convergent Design, Sound Device, ainsi de suite, Atomos Ninja, et so on. Bon. Je vais vous montrer, avant qu'on passe à PMW100, et ça va aller très vite, un petit vidéo du slow-mo, de quelques slow-mo, slow motion, qui ont été faits avec la caméra. Si on regarde cette vidéo-là, par exemple, vous allez voir une séquence qui a été tournée au golf. Cette séquence-là a été tournée probablement 480 images secondes. Je ne suis pas certain laquelle, c'est tout du tournage brut, du raw stock qu'on a fait récemment. Et puis, ce qu'on a fait, grosso modo, c'est qu'on a mis la caméra à 480, 960, 120, 240, et on enregistre environ une dizaine de secondes de buffer. Et dès qu'on part l'enregistrement, ça enregistre, puis après, ça le transfère au buffer. Fait que là, ça prend beaucoup de temps à relire ça, parce qu'on est genre 10 fois, 20 fois, dans certains cas, 40 fois plus lent. Mais éventuellement, le bâton de golf va arriver, et c'est le genre de choses qu'on voit. Je vais vous montrer maintenant une séquence qui a été tournée à 120, quelques petites séquences qui ont été tournées à 120. À 120, 240. On a tourné une séquence tout à l'heure, mon collègue et moi, où on enregistrait à 240 images par seconde alors qu'on vidait des choses dans un verre. Donc, à 480 images par seconde, j'ai une résolution plus basse. À 120, j'ai pleine résolution. À 240, j'ai pleine résolution. Ça veut dire que je peux être à 1920 par 1080, pleine résolution, et avoir ce type d'image-là. J'ai des séquences où on peut voir de l'eau vidée dans un verre, ainsi de suite, que je pourrais vous montrer après s'il y a des gens qui veulent voir ça sur notre stand. Mais pour les besoins du temps, je vais retourner à notre présentation qui est ici. Mon dernier sujet, c'est la PMW100 et si on a le temps à Shexer NX30. PMW100, c'est une caméra qu'on a rajoutée, qui est une caméra qu'on appelle un B-roll. C'est une caméra XDCAM. C'est-à-dire, si vous connaissez la PMW EX1, EX3, 320, 350, 500, ainsi de suite, ce sont des caméras qui enregistrent dans un codec qu'on appelle XDCAM EX à 35 mégabits par seconde en 4.2.0. Il y a des gens qui nous disaient « j'ai besoin de 4.2.2, j'ai besoin de 50 mégabits par seconde », qui a une raison d'être. D'habitude, on fait de la nouvelle genre à 35, production interne à 50, production haut de gamme, épisode qui passe à 7h, 8h le soir, ainsi de suite, à 220, puis production cinématographique à 440, 880, ou dans des formats plus élevés, comme la haute résolution.
Mais cette caméra-là, c'est une caméra qui est compatible avec tous ces formats-là. Donc, elle fait du 50 mégabits par seconde, du 422, du 420. Elle a un sensor 1/3 de pouce. C'est une caméra qui est assez compacte, qui n'est pas très chère. Et on a toutes les fonctionnalités qu'on a une caméra sur une caméra XD-Cam conventionnelle, incluant le Genlock, les entrées XLR, ainsi de suite. Donc, c'est un choix qui devient très intéressant si vous regardez une caméra commerciale puis que vous avez besoin du codec broadcast. Donc, c'est un modèle intéressant parce qu'il fait plusieurs choses. Et finalement, le dernier produit que je voulais vous montrer, HXR NX30. HXR NX30 est intéressante parce qu'en ce moment, elle est sur le boot de Top Flight où cette caméra-là, elle a un stabilisateur optique. Et la lentille, elle absorbe tous les chocs et c'est assez impressionnant. Au NAB, on avait une caméra qui shakeait et au fur et à mesure qu'elle shakeait, les gens regardaient l'image sur l'écran et ça ne bougeait pas. Donc, dans l'application que vous allez voir sur le plancher, elle est montée sur un hélicoptère et ça absorbe les petites vibrations de l'hélicoptère alors que l'hélicoptère a déjà un gyroscope. Donc, si vous allez faire des situations dans une automobile, dans n'importe quoi qui bouge, c'est vraiment une caméra que vous devriez regarder. Et elle a un petit projecteur vidéo de montée dedans. Donc, si vous voulez montrer votre contenu au client, ça fait partie de la caméra. Et c'est tout. Merci, François. Tu as eu peur? Est-ce que tu as eu peur? Un petit peu. On m'a dit que Céline Dion allait chanter et ça me fait pleurer à chaque fois. Oui, on a trouvé un bon truc pour pas que les présentateurs prennent trop de temps. Alors, on leur a dit, dès que votre 20 minutes est passé, on cue la toune de Titanic de Céline Dion. Ce qui vous laisse un gros 28 secondes pour finir votre présentation avant qu'elle se mette à chanter. Si vous chantez avec elle tout le long de la présentation, vous avez un autre 20 minutes. Mais on va voir.